Mesdames et messieurs, bienvenue sur Boulevard des Opinions à quelques heures du démarrage de la campagne électorale dans le cadre des élections législatives du 28 avril prochain. Des voix continuent de s'élever pour réclamer des élections inclusives sous réserve d'un miracle qui pourrait changer la donne du côté du Parlement ce vendredi 12 avril 2019 ou avec l'intervention du chef de l'État. La campagne proprement dite doit démarrer demain ou ce soir à 0 heure déjà, et malgré que les différentes structures en charge de ces élections s'activent pour la réussite de ce scrutin, nous notons plusieurs réactions qui demandent des élections inclusives, entre autres réactions la sortie de Célestine Zanon, présidente de Dynamique du Changement pour un Bénin debout, le poste de l'ancien président Boni Yayi sur sa page Facebook pour des élections inclusives, et aussi la réaction d'un certain nombre de la société civile, au nombre desquels nous pouvons citer le professeur Joël Aïvor, le père Julien Pénoukoun, Sylvain Adépudjoa Kendes, Riquette Madougou, Omar Aruna, président Victor Tokpa nous, et puis Simon Narcisse Métis. Nos débatteurs sont déjà là donc ce soir pour aborder ces différentes réactions. Que faut-il retenir? Et nous avons donc les réactions de l'ancien président, comme je le disais tout à l'heure, Boni Yayi, Nelly Dodinou, dans un post sur sa page Facebook, l'ancien chef de l'État, président d'honneur du président du parti Foscori pour un Bénin émergent, exprime son point de vue de la situation sociopolitique du pays. Boni Yayi ne partage pas le fait qu'il y ait des élections législatives au Bénin sans les partis de l'opposition. On connaît Boni Yayi, est-ce que sa réaction ne vient pas un peu en retard? Non, sa réaction ne vient pas en retard. Il a toujours été actif depuis un bon moment. Il est descendu sur le terrain depuis un bon moment. Vous l'avez vu aux côtés des leaders des autres partis, que ce soit à Zalaï, que ce soit ailleurs. Vous l'avez vu recevoir les délégations de la CEDEAO, de l'ONU et consorts. Et c'est à l'issue de sa rencontre avec une délégation de la francophonie, qu'il a fait sa déclaration et dit il n'y aura pas d'élection sans l'opposition. Quand même, c'est censé ce qu'on est en train de dire. C'est censé. À part ceux qui pensent qu'il faut s'asseoir gratuitement, ça challenger, on a quel mérite d'abord? Quel sera le mérite de se dire député sans avoir vraiment bataillé, sans avoir convaincu la masse, parce que on a écarté tous les leaders, tout challenger à cette élection. Il n'y a pas de mérite à cela. Et pourquoi ça devrait vous surprendre? Ça ne devrait pas surprendre. C'est la logique simple d'un leader politique. Quand vous avez votre parti, vous souhaitez, parce que un parti politique est fait pour animer la vie politique, accéder au pouvoir, maintenir le pouvoir, conquérir le pouvoir et maintenir le pouvoir. Donc, quand vous avez le parti FCBE qui anime la vie politique, qui a déjà eu le pouvoir et veut continuer par garder le pouvoir, ne lui demandez pas, ne serait-ce autrement, ne serait-ce que par les législatives, ne lui demandez pas de se mettre à l'écart. Mais on a vu, il a rejeté la main tendue du chef de l'État qu'il invitait pour quand même réfléchir sur la situation du pays. Cette actualité est dépassée. Quand Nicéphore Donné Sogoyi est allé, c'est avec Ahmed Tumine est sorti. Je ne sais pas quelle sera la plus-value que cette rencontre va apporter à la ligne adoptée par le chef de l'État, celle d'aller aux élections ou bien de continuer le processus électoral. C'est après la rencontre de Nicéphore Donné Soglo que les présidents d'institutions et la juge médiateur de la République ont souhaité que le processus continue. Donc, ce n'est pas une question de main tendue. L'autre est dans sa logique. Il poursuit sa logique tout simplement. Saturnin Djossou, l'ancien président de la République et président d'honneur du parti Foscori pour un Bénin émergent, sur sa page Facebook, conclut son texte en disant ceci, je cite: « Nous sommes pour une vie politique apaisée, conformément au point 14 qui stipule faire participer tous les partis politiques, fait participer donc toutes les formations politiques
Oui, je ne me perds pas faire participer toutes les formations politiques, tant de l'opposition que de la majorité, à la vie politique nationale, régionale et locale, conformément à la légalité, de manière à régler pacifiquement les conflits d'intérêts. C'est pourquoi nous restons fermes et déterminés à faire respecter et aboutir le principe sacro-saint démocratique selon lequel pas d'élection sans la participation de l'opposition. Les gens vont-ils battre campagne sans aller aux urnes voter, Saturnin Dessous? Ils sont autorisés à battre campagne dès zéro, je vais dire, parce que la campagne électorale entrera, la période, on va l'enclencher dans quelques heures. Diverses autorités en charge de la chose se prononcent déjà. Il y a quelques heures, c'était le président de l'ARAC qui a rencontré les directeurs d'organes d'entreprises de presse pour officiellement leur renvoyer dans le travail qui est le leur, dans le suivi de la campagne médiatique, dans ce qu'il faudra faire comme travail avec les deux partis autorisés. Donc rien ne bloque, a priori, l'entrée en campagne de ces listes. Cette sortie de l'ancien président de la République, il faut le dire, il porte deux casquettes. Il porte une première casquette qui est celle de l'ancien président de la République, comme Nicéphore Dieudonné Soglo, et cette seconde casquette d'homme qui demeure dans l'arène politique parce que président d'honneur du parti Force Cori, pardon, pour un Bénin émergent. J'espère qu'il est sorti ce chat-là. Et n'oubliez pas ou ne perdez pas de vue que ce sont les premières législatives après le départ de Boni Yayi du pouvoir. C'est un premier rendez-vous qu'il prend avec les électeurs. Après le dernier rendez-vous où son candidat, Lionel Zissou, n'est pas arrivé donc à s'asseoir dans le fauteuil présidentiel comme il l'aurait souhaité. Il a donc tout intérêt à prendre part à ce rendez-vous, comme il l'a déclaré depuis, comme son parti a commencé par faire les formalités. Et vous connaissez ses prises de position depuis que ce problème s'est posé, certificat de conformité non délivré, et le parti n'a pas pu déposer ses dossiers pour ces législatives. Donc Boni Yayi est dans cette dimension. Quand des missions de bons offices arrivent et font le tour des présidents d'institutions, on ne sait pas si peut-être le président d'honneur du parti USL de son exil est consulté par ces missions-là. Tout peut se faire par téléphone, mais pas autre chose. Je ne sais pas les démarches qui sont menées dans ce sens. Quand ces missions de bons offices arrivent et font le tour des personnalités et vont chez Boni Yayi, il a cette deux voix qu'il porte. La voix de l'ancien président de la République qui, à la retraite aujourd'hui, participe à des missions d'observation dans la sous-région. Récemment encore, il a sillonné d'autres pays. Et à chaque fois qu'il sort, il n'a de cesse d'attirer l'attention sur ce qui se passe dans les autres pays de la sous-région. Je me rappelle ce jour-là à Vidolé, où, avant même que le problème ne surgisse, il parlait de notre code électoral et disait que le Bénin avait le pire qui existait dans la sous-région ouest-africaine. Il ne s'est pas arrêté là, a dit que c'était ce qui pouvait exister comme pire code électoral au monde, celui que nous avons là. Donc quand il porte cette voix, au-devant de ces missions qui arrivent, au-devant de ces délégations qui arrivent, et que par la suite, il continue de persister qu'il n'y aura pas d'élection sans l'opposition. On ne sait pas sur quoi chacun compte dans ces différentes déclarations. Ce que nous aurons souhaité, c'est qu'une issue soit trouvée pour que on n'aille pas aux élections, qu'on n'ait pas des élections contestées, des élections chrysogènes, parce que quand ça commence, c'est que ça continue, ça ne va pas s'arrêter. À la fin, si on entend aller aux élections le 28 avril, au soir du 28 avril, quand les bureaux de vote auront fermé, on ne dira pas que bon, le pire est passé. Ça commence ainsi. La législature sera installée, on ne sait pas les autres moyens de contestation qui seront déployés jusqu'à la fin de la législature et avant ça, à la fin du mandat de l'actuel président de la République. Tous autant que nous sommes dans cette logique. Ceux qui disent qu'il y aura les élections législatives savent sur quoi ils comptent. Ceux qui disent qu'il n'y aura pas ces élections sans l'opposition savent aussi sur quoi ils comptent. Le peuple, il est au milieu. Mais aujourd'hui, la probabilité est forte qu'il y ait quand même ces élections, puisque vous l'avez reconnu tout à l'heure, la campagne démarre dans quelques heures. S'il n'y a pas quelque chose qui arrête la campagne démarre, la campagne va continuer. Le calendrier électoral sera exécuté. Ça dépend de ce qui surgirait ou ne surgirait pas. Donc nous sommes tous là, nous observons. Il y a élection le 28 avril pour tout le monde, en tout cas, selon le calendrier électoral.
Gabin Azaman, pas d'élection sans l'opposition. L'ancien président d'honneur du parti Foscori pour un Bénin émergent, l'a encore martelé dans une déclaration sur sa page Facebook. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la chose est encore possible? Sur quoi le président d'honneur du parti FCBE compte pour quand même faire de telles déclarations? Non, il n'est jamais trop tard pour placer le propos qui peut attirer l'attention de qui de droit dans une situation de crise comme celle que nous vivons actuellement. C'est vrai que l'ancien président, beaucoup peuvent le taxer d'avoir réagi tardivement, mais je pense qu'en réalité, en tant qu'ancien président de la République et en tant que président ou en tant que membre du parti Foscori pour un Bénin émergent, qu'il parle aussitôt qu'il parle à la dernière minute, eh bien, on peut toujours considérer son propos comme quand même important parce que nous avons vu tout ce qui a été fait comme discours de part et d'autre par rapport à la situation pour attirer l'attention du chef de l'État sur le fait qu'on ne peut pas avoir une élection dans laquelle l'opposition sera absente. Et donc, mais tel que les choses se passent et que tout est bouclé, eh bien, on est en train de dérouler normalement le programme qui a été établi pour ces élections-là. Mais je pense que par rapport donc à la situation qui prévaut avec les voix qui s'élèvent de part et d'autre pour dire que nous ne pouvons pas avoir cette élection sans opposition, il est temps que désormais on puisse quand même prendre du recul et c'est de ça qu'il s'agit. Et moi je pense que n'importe quel propos qui arrive, que ce soit aujourd'hui ou demain, eh bien on doit toujours considérer cela et faire en sorte qu'en réalité on ne puisse pas organiser une élection qui demain va déboucher sur des situations ingérables pour la République. Donc je pense que le fait que le président Yahi Boni réagisse maintenant sur sa page Facebook, il n'y a rien de grave en cela. Et en temps normal, en tant qu'ancien chef de l'État, lui qui a été dans les rouages de la politique pendant longtemps, et lui qui a passé témoin à quelqu'un qui s'apprête à organiser une élection qui va écarter l'opposition, je pense que son propos vient à point nommé. Et maintenant, il s'agit de faire en sorte que ça tombe dans l'oreille qu'il faut pour qu'effectivement on tienne compte de ce qu'il dit, parce que il ne dit pas autre chose. Ce qu'il dit, c'est ce que beaucoup ont déjà eu à dire et qui normalement devait attirer l'attention du chef de l'État, attirer l'attention de son entourage sur le fait qu'on ne peut pas s'engager dans une élection dans laquelle, bien entendu, on écarte l'opposition comme on est en train de le voir actuellement. C'est ça. Et vous parlez tout à l'heure des voix qui s'élèvent. Il y a également cette voix de la présidente du Dynamique, du changement pour un Bénin debout, au détour d'une conférence de presse. Et elle a dit ceci, elle a dit que l'heure n'est ni aux récriminations, ni aux condamnations, encore moins à l'arrogance, fut-il d'un vainqueur ou au ressentiment d'un vaincu humilié. L'heure est à la prise de conscience patriotique pour sauver le pays, l'heure est à l'humilité. Et voilà ce qu'elle pense. Elle pense aujourd'hui qu'une porte de sortie est encore possible pour des élections inclusives dans notre pays. Oui, et moi je pense qu'il n'y a même pas eu d'arrogance parce que tout ce qui a été dit depuis que l'on a constaté que les gens s'apprêtent à faire une élection qui écarte l'opposition, il n'y a pas eu d'arrogance, il n'y a pas eu de propos déplacés parce que on exige simplement qu'il y ait une élection inclusive. Et donc, là-dessus, moi je pense que l'arrogance peut être dans un camp comme dans un autre. On a vu les partis de l'opposition qui ont été consultés pour faire des propositions. On a vu également les partis de la mouvance à qui on a demandé de faire des propositions, mais qui justement ont dit que bon, mais tel que les choses se présentent, eh bien eux ils n'ont pas de soucis par rapport aux lois qui organisent les élections. Donc ils n'ont pas fait de propositions. Mais après on les a vus, ces mêmes personnes de l'opposition, de la mouvance qui quand même ont eu à faire cette déclaration à la tribune à l'Assemblée pour dire que voilà, c'est l'opposition qui ne veut pas d'une élection inclusive. Alors, moi je n'accuse aucun camp, mais de toutes les manières, il faut fondamentalement qu'on puisse quand même essayer d'écouter, une fois de bon désormais, les voix les plus intéressantes qui s'élèvent pour parler, pour attirer l'attention sur la situation, parce qu'on ne peut pas... La démocratie doit pouvoir offrir au peuple ce que le peuple veut de plus important, c'est-à-dire la liberté de pouvoir choisir ses dirigeants, ses représentants. Donc, on ne peut pas avoir une élection dans laquelle la population n'a pas le choix, justement,
pour aller sanctionner positivement ou négativement ceux qui ont géré la cité par le passé. Donc la gestion passée doit pouvoir amener la population à faire son choix pour dire oui, ceux qui nous ont dirigés, ceux qui ont été à l'Assemblée par le passé, ont fait notre volonté, ils n'ont pas fait notre volonté, donc nous décidons de cette manière. Donc s'il doit y avoir une élection où c'est seulement 2 partis qui se réclament de la mouvance, qui sont dans la danse, sauf que, bien entendu, on puisse quand même continuer à avoir des voix qui s'élèvent pour véritablement demander à nos autorités, notamment celles qui sont en charge de pouvoir déstresser l'atmosphère, trouver la porte de sortie pour que ces personnes puissent réagir et faire ce qu'il y a à faire, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même si aujourd'hui on a le sentiment que tout est fait prêt pour qu'on puisse avoir cette élection sans l'opposition, il y a encore quelque chose qu'on peut faire. Donc c'est en cela que les derniers discours qui se font entendre là, il faut justement les prendre en considération et savoir que véritablement, eh bien, on peut toutefois miser sur ça pour changer les choses encore. Alors, Nelly, je dis non, que quand finalement ceux-là qui sortent à la dernière pour dire, écoutez, on peut encore changer les choses, il faut faire les choses autrement, ou qui interpellent le chef de l'État. Que craint? Tout le monde craint. C'est ce volcan qui bouillonne à l'intérieur. La crainte, c'est l'effusion du magma. Ça bouille à l'intérieur. Et ce calme précaire qu'on est en train d'observer fait peur également. Quand les autres vous disent il n'y aura pas d'élection sans eux, et que les uns disent nous allons sans vous, et que tout le monde se regarde et il y a un calme, ça doit vous inquiéter. Nous craignons que le tissu social se déchire, le vivre ensemble du Béninois soit endommagé. Que craignons-nous? Pour une première fois, l'élection que nous avons l'habitude d'organiser avec joie. Imaginez-vous il y a 4 ans, imaginez-vous il y a 8 ans, 12 ans au-delà, à ce moment précis, même si le top de la campagne n'est pas encore lancé, vous voyez déjà au niveau au siège des partis politiques, au niveau des états-majors, ça bouillonne, on sent qu'il y a quelque chose de beau et de bien qui va se passer. Il y a l'alternance qui va s'opérer. Aujourd'hui, tout est calme. Tout est calme. On se met en vase clos, on ferme, on est dans ces 4 murs, on prend juste une photo, on fait une déclaration. C'est ça. C'est ça qui nous inquiète. Et toutes les possibilités sont là. Célestine Zanou l'a proposé. Que le chef de l'État utilise ses prérogatives à lui consacrer par la Constitution. Les articles 51, 53, 56 qu'elle a cités. Et pourtant, combien de personnes n'ont pas élevé de voix? Il y a Thérèse Wawa. Elle a été arrêtée il y a 3 jours. Combien de personnes n'ont pas encore dit ce que nous sommes en train de faire? Relâché, il faut ajouter cette précision. Tout à fait. Avant, Thérèse, c'était Prudent Tokmanou qui a dit « Monsieur le Président, la solution, c'est vous. » C'est Jean-Baptiste Elias qui prend son manteau du président de FONAC pour commencer par faire une exhortation, une campagne d'exhortation au chef de l'État. C'est seuls les égoïstes. Quand vous avez lu l'extrait de Célestine Zane tout à l'heure, il s'agit d'une arrogance que les uns pensent qu'il faut aller aux élections sans les autres. Moi, je ne sais pas. Nous avons opté pour un système démocratique. Et de quoi nous parlons depuis? D'un petit bout de papier qui est en train de nous faire souffrir. Même si ça n'a pas encore détonné, vous êtes à l'aise dans votre coin. Qu'adviendra demain? Vous avez une idée? D'un bout de papier, il nous met dans cette situation et on est resté campé. Satuné l'a dit tout à l'heure, le président de l'ARAC a rencontré les professionnels des médias. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle parce que la campagne va être lancée. C'est une logique. Moi, en tout cas, tout à l'heure, moi, je n'espère rien à 20h. Parce que ce n'est pas un discours qui sera dit à la nation. On en parlera tout à l'heure. On reviendra sur ce discours du chef de l'État. Il n'y a pas de souci. Oui. Donc, ne vous étonnez pas que les gens s'inquiètent de la situation. Vous et moi, nous sommes inquiets. C'est de l'hypocrisie de croire que tout va bien dans le Bénin. Est-ce qu'à la veille d'une élection, le Bénin est aussi calme et plat? Est-ce qu'on est aussi... On a autant de l'anxiété? Parce que nous-mêmes, on a créé une situation
Parce que les gens veulent aller s'asseoir à l'Assemblée nationale sans avoir à compétir. Il s'agit d'une élection de la représentation nationale. J'ai le droit de désigner qui va me représenter. La minorité a le droit de désigner qui va la représenter. La majorité également a le droit consacré par la Constitution à chaque individu, à chaque citoyen béninois, de désigner celui qui va le représenter à l'Assemblée nationale, qui porte ses aspirations, même si celui-là va le trahir après. Et Jean-Baptiste Elias l'a démontré. Pour dire, le chef de l'État en venant aux affaires n'avait pas 62 députés. Il n'en avait aucun d'ailleurs. Et puisque la transhumance est enfin au Bénin, il s'est retrouvé avec une majorité mécanique très forte qui a voté les lois en sa faveur du début jusqu'à la fin. Et qui vous dit qu'en laissant compétir les députés de l'USL, les députés de FCB, RE et consorts, tous ceux qui sont dans l'opposition, qui vous dit que dans 3 mois, dans 6 mois, ils ne vont pas rejoindre le président de la République? Parce que la charte des partis politiques, cette charte n'a rien dit sur la transhumance, n'a pas frappé ou puni la transhumance. Donc ils peuvent encore se le permettre d'aller de gauche à droite tant que leurs intérêts est en jeu. Mais laissez les gens compétir. Vous n'avez pas le choix aujourd'hui. C'est-à-dire, soit vous désignez c'est-à-dire, c'est 83 députés. Vous choisissez 83 sur UP, c'est ce qu'on vous a proposé. 83 sur Bloc et sur Progressiste, c'est ce qu'on vous a imposé. Que vous faites le mélange, c'est-à-dire on ne peut pas choisir entre une chose. On choisit peut-être entre 2, on choisit peut-être entre 3 et plusieurs. Mais quand on vous impose, parce que moi je considère ça comme une seule liste, c'est une seule liste divisée en 2. Il y a le bloc républicain, il y a... Je ne refuse pas. Quand je dis une seule liste subdivisée en 2, c'est le bloc qui soutenant les actions du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre courant, il n'y a pas autre pensée. Alors que nous avons opté pour le multipartisme intégral. La pensée unique n'existe plus. Depuis que les gens se sont assis en 90 pour dire la pensée unique ne devrait plus exister. Et je vous dis, peu importe votre férocité, aujourd'hui, le monde évolue, l'Afrique bouge. Il y a un grand événement qui s'est encore posé aujourd'hui sur le continent africain. Il y a eu les temps de l'avant-indépendance. Il y a eu le temps de l'après-l'indépendance. Il y a eu encore en 90 l'avènement du renouveau démocratique sur le continent africain. Aujourd'hui, il y a une révolution qui s'opère, c'est-à-dire les choses bougent. Et le TGV, c'est l'Internet qui rallie les aspirations et en fait une révolution. À qui le tour? Et je dis, la gestion de l'État doit être en conformité avec les aspirations du peuple. Et s'arrêter, ce n'est pas une faiblesse. C'est ça. Saturnin Diassou, à qui le tour? Nous n'allons pas peut-être répondre à cette question. Nelly qui est soudanaise ce soir. Puisque très remonté, effectivement. Alors, mais parlons cette fois-ci du profil de ceux-là qui émettent leurs avis, ceux-là qui parlent de cette actualité. J'ai devant moi Libre Tribune, préservons l'essentiel, et je vous donne lecture rapidement de ceux qui ont signé cette Libre Tribune. Il y a le père et fouet Julien Penoukoun, Sylvain Adekoyou Akindes, Frédéric Joël Yvon, Rikia Madougou, Oma Aruna, Prudent Vito Topano, Simon Assistant Métis. Quand vous faites un peu un tour rapidement sur ceux-là, leur profil, leur qualité, est-ce que vous pensez que c'est des gens dont l'union, la fusion des idées peuvent vraiment infléchir les choses? Ils sont des Béninois. Ils sont des Béninois. Ils ne sont peut-être pas des moindres parce que... Mais on peut les tasser aussi d'opposants. Dès que le Bénin, c'est comme ça. Vous êtes quelle radio au Soleil FM? Vous faites radio de l'opposition parce que vous êtes critique. Quand quelqu'un vous critique, on le prend d'office comme étant quelqu'un qui est votre opposant. C'est nous qui avons eu cette mentalité qu'encourage malheureusement l'élite au pouvoir. Parce que c'est ça. Si vous critiquez, vous ne nous soutenez pas. Ce qui est en vogue, le discours qui est en vogue au Bénin, c'est soutenir. C'est dire c'est bon, applaudir. Mais dès que vous commencez par nuancer, on commence à vous cataloguer, on commence à vous donner l'étiquette d'opposant. C'est la même chose pour ceux-là. Le père Julien Foué Penoukoun, qui est l'ancien aumônier des cadres de personnalités politiques,
il vous a plu d'utiliser quelques-uns de ces propos sur vos numéros, les numéros d'infos décalés que vous produisez à la rédaction de Soleil FM. Quand il rappelait la belle époque où il se retrouvait dans la même barque, dans cette même position critique que ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, le président de la Cour constitutionnelle et beaucoup d'autres que je ne voudrais pas citer forcément, et qu'aujourd'hui, il les observe dans leur rôle d'aujourd'hui et qu'il rappelle, mais on n'avait jamais fonctionné comme ça. Ce n'était pas le combat qu'on menait hier. Ce n'était pas ce qu'on disait hier. Ceux-là ont très tôt oublié ce qu'ils disaient hier. Et parce qu'ils disent quelque chose aujourd'hui et voient d'autres personnes qui sont restées fidèles à leurs convictions, continuez pas à critiquer comme ils le faisaient déjà hier, ce qui se fait aujourd'hui, on les traite d'opposants. Celui qui peut-être aurait une coloration, je dis aurait, je mets ça encore au conditionnel, peut-être l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur Omar Haruna, qui, sauf de ma part, est un soutien de Komi Kouché, qui est un soutien de Komi Kouché. Qui d'autre? Peut-être le professeur Simon Narcisse Dometi, qui a déjà dit qu'il est candidat. Ça ne demande pas pour la prochaine présidentielle. Les autres voix, comme celles que j'ai citées, sont des voix critiques, qui prennent la parole pour intervenir sur des sujets qu'ils maîtrisent. Le père Julien Efoué-Penou, comme je vous ai dit, ancien aumônier des personnalités cadres politiques, quand on se retrouve à la tête d'un organisme du genre, c'est qu'on a de l'expérience. On a eu le temps de frotter avec certains milieux. On parle de personnalités politiques. Et puis on émet des avis. On a le temps d'écouter les uns et les autres. Et si aujourd'hui on porte sa plume, on porte son nom, on signe une tribune du genre, c'est en toute connaissance de cause. C'est en personne avertie. Mais lorsque vous lisez un peu cette déclaration ou cette libre tribune, nous préservons l'essentiel, est-ce que vous avez le sentiment que ces cadres-là, leurs réflexions répondent aujourd'hui à l'actualité pour vraiment une sortie de crise? Ce n'est pas différent de ce que nous avons toujours dit sur ce plateau. Ce n'est pas différent de ce que nous avons toujours dit sur ce plateau. Moi, je n'ai pas l'habitude de lire les longs tests, surtout quand ça vous a été balancé par ces tests vous ont été balancés par les réseaux sociaux. Il faut préserver ses yeux à des moments donnés. Mais j'ai à peine commencé par lire ce test que j'ai pris du plaisir. Je l'ai lu jusqu'à la fin, d'un trait. Et je ne m'étais pas retenu. J'ai pu faire un commentaire quelque part que je ne voudrais pas restituer ici. C'est peut-être une bulle dans laquelle se retrouvent ceux qui parviennent à la tête de notre pays. Parce que oui, ils se retrouvent dans une forteresse. Ils sont entourés d'un gouvernement. Ils sont entourés de conseillers techniques. Ils sont entourés de beaucoup d'autres qui sont dans leur milieu. Et qui, pour moi, se résument tous autant qu'ils sont. Je peux les résumer sous ce vocable, le vocable de courtisan. Parce que le courtisan, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est dans une position, il cherche à la maintenir, cette position. Il évite de vous frustrer. Il évite d'émettre des critiques suite à vos idées. Il fait tout comme vous le lui dites. On lui demande d'aller prendre de l'eau à boire, il prend de l'eau. Si on dit d'aller chercher de l'eau à la rivière, il va chercher l'eau à la rivière. Il ne se permet même pas de dire, attention, monsieur le président, cette eau que je suis allé chercher à la rivière n'est pas une eau potable, on peut. Dès qu'il émet même des avis, quand le président dit c'est ça, ben, il se plie. Donc, pour moi, c'est des courtisans qui continuent de croire ou de faire croire au président de la République que ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il faut. Vous avez écouté souvent les députés à l'Assemblée nationale. Patrice Talon, oui, il fait des réformes. C'est ce qu'il faut. Ce président, c'est ce qu'il nous faut dans ce pays. Mais jusqu'à quel seuil? Qu'est-ce qu'on peut se permettre? Jusqu'où peut-on avoir l'audace de poser certaines choses? Et jusqu'où ne doit-on pas aller? Nous sommes dans ce cas aujourd'hui où les personnes qui sont loin, qui n'ont apparemment aucun intérêt avec l'appareil exécutif actuel, si ce n'est le voir conduire à bon port notre pays à nous tous, le Bénin. Je l'ai répété à quelqu'un la dernière fois, Patrice Talon est le président de la République du Bénin. Il a déjà tout pour faire sa vie, pour ses enfants, pour ses arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants. C'est nous qui sommes béninois, qui sommes au bas de l'échelle ici, qui cherchons à avoir un environnement propice pour faire nos activités, pour vaquer à nos occupations, et
qui n'avons pas intérêt à ce qu'il échoue dans sa mission de président de la République. Parce que quand il va échouer, c'est le Bénin qui aura échoué, c'est le Béninois au bas de l'échelle surtout qui va échouer, parce que lui n'aura pas encore tiré son épingle du jeu. Et quand on le dit, et qu'on constate qu'il y a des actes qui se posent, qui sont préjudiciables à la concorde, à cette paix, à tout ce que nous avons bâti en 29 ans de démocratie, et qu'on le dit, ce n'est pas être un opposant. Et peut-être ils font croire, à tort, là je le dis au président de la République, que parce qu'il a été élu par un pourcentage de Béninois, oui, qu'on est à l'issue de la dernière présidentielle, à l'issue du second tour, parce que le taux qu'il a obtenu au premier tour, nous tous nous le savons, avant d'aller au second tour. Parce qu'il a été porté à la magistrature suprême dans le fauteuil présidentiel, et qu'il est président de la République, ils lui font croire à tort que président de la République du Bénin pourrait être égal à propriétaire du Bénin. Faire tout ce qu'on veut. Et comme on ajouterait la formule, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. C'est dangereux. Et je crois que c'est oser cette plume que ces sept-là ont eu à poser. Je lisais déjà sur la première page, quelque chose qui devrait interpeller déjà. Mais là, quand on a l'audace, parce que je le dis, il faut avoir l'audace de l'écrire, de le dire à un président de la République. Parce que vous pouvez vous dire a priori qu'en retraçant ça, vous seriez mal pris. Vous seriez pris comme on le dit déjà, un opposant, un adversaire, pourquoi pas un ennemi du président de la République, et traité comme tel. Je préfère dire les choses ainsi. Quand ils disent au président de la République que oui, là je retrouve la partie, si en application de l'article 54 de la Constitution, vous avez le droit de gouverner selon vos idées et non celles de vos adversaires politiques, vous avez davantage l'obligation de gouverner sur la base de la Constitution dont le peuple s'est librement doté et dans le respect des traités et engagements internationaux que notre pays a souscrits. C'est comme pour lui rappeler qu'en parvenant dans ce fauteuil de président de la République, oui, il a ses idées, mais ces idées qu'il veut mettre en œuvre doivent respecter la Constitution de notre pays. Il n'est pas au-dessus de la Constitution de notre pays. Alors si on constate que le président... On vous dira que c'est dans le respect du jeu démocratique, que c'est parce que les autres n'ont pas respecté les tests qui ne sont pas aujourd'hui. Voilà encore une autre erreur. La démocratie, oui, c'est la dictature des tests, comme on le dira, la dictature de la majorité. Mais la majorité, c'est quoi? C'est simplifier la majorité parlementaire. Parce que si on dit que c'est la dictature des textes, les textes qui posent problème aujourd'hui ont été votés par qui? Par une majorité parlementaire. Est-ce que cette majorité parlementaire est déjà la majorité dont on parle? Est-ce que le Bénin se limite au Parlement? C'est déjà la question qu'il faut se poser. Parce que c'est au Parlement qu'on vote des lois, qu'on essaie d'interpréter pour adapter à la Constitution. Et les constitutionnalistes vous diront que ce qu'on applique aujourd'hui comme Constitution au Bénin n'est pas la Constitution du 11 décembre 1990. Beaucoup de voix se sont élevées et vous l'ont dit déjà. Alors qu'un président de la République, dans son fauteuil, pose des actes qui sont contre la Constitution, il faut que des sachants comme ceux-là, des personnes averties comme ceux-là, au-delà de nous autres qui ne sommes pas constitutionnels, qui ne sommes rien d'autre, qui ne sommes que de simples journalistes qui émettons nos opinions, qui sommes déjà traités d'opposants là-dessus, que ceux-là qui sont des sachants aient l'audace de le dire au président de la République. Et s'il peut l'entendre, c'est bon. Je voudrais, parce que je suis long déjà, le dire, comme pour rappeler avec eux qu'il porte bien son attribut de président de la République. Et qu'au-dessus de président de la République, ce qui arrive dans la Constitution du Bénin et qui est au-dessus du président de la République, c'est quoi? C'est le souverain. Il y a une différence entre le souverain et le président. Le souverain, il est au-dessus du président. Et le souverain ici, c'est le peuple béninois. Et ceux-là l'ont rappelé, je lis ce paragraphe pour en finir, lorsqu'ils disent, au niveau de la page 2, en tout cas du document que j'ai, tout ou presque tout dépend de vous. C'est moi qui ajoute maintenant, Monsieur le Président de la République. Parce qu'ils l'ont dit à tout moment, qu'il a la clé, il peut tout défaire. Il peut faire que la situation que nous connaissons maintenant, ce qui est en train d'être, ce qui est perceptible, la tension, il a tout le pouvoir pour le calmer. Monsieur le Parlement, la tension, tout le pouvoir pour la calmer. Même si au Parlement, on n'a pas trouvé un consensus, ils ont dit. Donc, tout ou presque tout dépend de vous. C'est parce que vous le voudrez que ce scrutin aura lieu. Même s'il est contesté, décrié, et peut-être que Dieu nous en préserve, émaillé de violence. Si vous avez ainsi la force et les moyens d'imposer l'élection du 28 avril, vous savez aussi que ce peuple, je parle de ce souverain, c'est moi qui ajoute ça, que ce peuple
celui de Béhanzin, de Kaba et de Bioguera, a la puissance, j'insiste là-dessus, Oui. et la légitimité pour tout arrêter quand il le voudra et quand il en aura marre. À ce moment-là, le peuple souverain, seul maître de ce pays et propriétaire de toutes les institutions et des deniers publics, n'avertira personne, ni la Sénat, ni les deux listes siamoises. Et je m'en vais finir avec cette dernière partie. Encore moins. Oh, mais ils n'ont pas dit encore vous-même. Encore moins vous-même. Président de la République. C'est quand même C'est fort. trop fort. Et Gabi Anzoman. Oui, c'est très fort parce que, oui, cette tribune qui a été signée par ces personnalités, nous savons, quand on les prend individuellement, on sait la réflexion que ces personnes ont l'habitude de produire dans ce pays sur la situation sociopolitique du Bénin. A priori, on peut dire qu'ils ne sont pas des opposants, ils ne sont candidats à rien d'ailleurs. Donc, je pense que ce qu'ils disent à travers cette tribune-là est tellement fort au point que le chef de l'État, en temps normal et en temps utile, devait également se l'approprier pour savoir comment, justement, l'analyser et prendre cela à son compte, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Nul n'a intérêt à ce que la BAC Bénin chaville, c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que la conclusion même de leur tribune, le pas de trop à ne pas franchir, c'est de ça qu'il s'agit. Et ils l'ont précisé très, très clairement. Et je pense que le chef de l'État est appelé simplement à puiser dans les instruments juridiques qu'il y a pour pouvoir effectivement prendre cette disposition qu'il faut pour que le Bénin puisse retrouver ses énergies, puisse retrouver son statut de pays démocratique qui a été salué et connu de par le monde entier. Parce que, et déjà quand on prend ce qui a été dit par cette personnalité, je pense que, oui, beaucoup l'ont rappelé, il y a des gens qui l'ont dit avant eux, d'une certaine manière. Donc, ça vient renforcer encore tout ce qu'on avait dit par le passé et qui doit permettre normalement au chef de l'État de pouvoir véritablement se rendre compte de ce que, oui, il n'a pas intérêt à ce que notre pays puisse prendre la voie de la dérive au point de chuter de son piédestal pour se retrouver dans le décor. Il faut que fondamentalement le chef de l'État puisse encore se raviser une fois de plus parce que tout le monde l'a dit et c'est de lui qu'il s'agit. La solution magique qu'il faut pour véritablement changer la tendance, c'est lui. Et même si on organise les élections justement et que les députés sont désignés dans le camp de la mouvance comme ils le souhaitent, eh bien est-ce que ça pourra changer véritablement les choses? Est-ce que l'opposition qui dit qu'il n'y aura pas élection sans elle, si effectivement on organise sans elle, effectivement, est-ce que par la suite ce qui va se passer, personne ne peut prédire? Et donc c'est fort de tout cela que le chef de l'État doit pouvoir fondamentalement prendre en compte toutes les voix qui s'élèvent, les dernières voix qui s'élèvent pour dire oui, il faut que nous puissions véritablement retourner à la voie normale, retourner à l'ordre constitutionnel parce que ça tenait à la rappeler. On a une constitution qui a déjà été transformée d'une manière ou d'une autre et qui aujourd'hui constitue encore quelque chose qui rend malade beaucoup de Béninois. Et donc, organiser une élection dans ces conditions et avoir des députés désignés dans un seul camp, c'est finalement achever la constitution parce que c'est après ça qu'on court depuis justement. Comment manipuler jusqu'à la fin cette constitution pour pouvoir... Comment réviser la constitution? Oui, pour pouvoir s'éterniser au pouvoir peut-être, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc je pense que oui, il faut que le chef de l'État essaye de s'arrêter un moment et que ceux qui l'entourent et qui lui donnent des conseils d'une manière ou d'une autre et qui l'empêchent de pouvoir dire véritablement ce qu'il pense à son peuple là, qu'il s'arrête et qu'il essaye d'écouter la voix qui parle et qui normalement devait l'amener à tout changer, à ramener la paix dans la maison pour qu'effectivement on puisse retrouver un Bénin dans lequel, lorsqu'on parle d'élection, eh bien, on a tendance donc à penser que nous sommes dans une fête qui ne dit pas son nom. Et ce que Nelly rappelait tantôt, on parle de campagne qui sera lancée demain, mais vous avez vu, le pays est un peu comme dans une morosité qui ne dit pas son nom, tout le monde, chacun est indifférent par rapport à la situation, et c'est un peu comme si rien ne va se passer dès demain. Et donc, ça ne ressemble pas au Bénin. Et moi, je pense que les 7 personnalités de ce calibre exceptionnel qui ont parlé doivent être écoutées, doivent être entendues. Et puis, finalement, il faut qu'on fasse avec tous ces discours pour ramener justement le calme et la paix, la tranquillité dans le pays. Cela doit être entendu. Personne ne peut l'accepter et on n'aura pas besoin d'être votre opposant pour le dénoncer. C'est pas moi qui parle, ce sont ces 7-là toujours. Ils disent ni ses forces au GLOS 1991, 1996 ne l'a pas fait. Mathieu Kérékou 1996, 2006 n'y a jamais songé. Boniaï 2006-2016 non plus.
pourquoi prendriez-vous le risque de le faire, vous qui êtes le produit même de la démocratie et qui devez votre suivi et votre élection à l'attachement des Béninois à leur démocratie et à son corollaire indispensable, qu'est la paix? Ils ont décrit ce qui, c'est-à-dire, c'est impensable pour le Béninois. Il fallait que cela arrive pour qu'on se rende compte que ça pouvait arriver. Elle dit, c'est pas possible pour le Béninois. C'est pas possible. Et ils l'ont averti, hein. Ils l'ont averti qu'il y a 3 risques. S'il y a ce forcing, elle dit, quel est l'intérêt pour le Bénin d'avoir un parlement monocolore? Le premier risque, ils ont dit, le premier risque, c'est d'abord pour le pouvoir de Patrice Talon. A dit que lui-même, on dit, depuis fin 2018, notre pays est entré en crise. Notre peuple a perdu de sa quiétude. La nation est divisée. Le gouvernement, lui, est focalisé sur la gestion des défragrations politiques. Ils ont parlé un peu, mais ils ont dit le premier risque, c'est d'abord pour lui son pouvoir, qui peut-être sera discuté. Bafou, je ne sais pas comment ça va se passer. Le deuxième risque, on a dit, c'est pour l'image du pays. Quand vous avez un parlement monocolore, ça ne rassure pas les bailleurs. Ça ne crédibilise ça pas. ne vous crédibilise pas. Tout à fait. Il n'y aura pas l'investissement privé. Il n'y aura pas des partenaires, des opérateurs qui vont venir investir. Sur le plan de la diplomatie, ça ne fait pas de vous un État qui se respecte. Et le troisième risque pour le Bénin, c'est pour le risque pour la paix. Vous vous imaginez qu'on va vouloir faire un forcing et aller aux élections entre amis et les autres vont se taire. Une partie de ce peuple va être écartée. Ceux qui ont aussi le droit de désigner leurs représentants, a dit, tout est là. C'est une élection chrysogène. On a quitté l'ancienneté, là, nous sommes dans une crise, là. Et on fait semblant de foncer. Le processus suit son cours. Oui, parce que peut-être il y a deux côtés. Ceux qui disent, Monsieur le Président, foncez. Allez-y, oui, vous avez le contrôle. Parce qu'ils ont tout en main, le chef a tout pouvoir. Il a la force armée. Il a la force de l'administration. Qu'est-ce qui reste? Il y a tout un système pour lui seul. Et qu'il est en mesure de dire, parce que j'ai tout ce pouvoir, régalé, concentré entre mes mains, les pouvoirs exorbitants de droit commun concentrés entre mes mains, j'ai les institutions entre mes mains, je peux y aller. Et vous allez en souffrir entre griffes. Mais non, ça ne peut pas continuer. Et quand les gens dénoncent, les gens font les votations, la clé est dans vos mains, Monsieur le Président. Et moi, je ne suis pas une voix autorisée, je ne sais pas, mais je me rejoins, je dis, toutes ces voix qui parlent depuis des semaines, des professeurs d'université, ils se sont regroupés. Moi, je dis, Monsieur le Président, la solution est entre vos mains. Il n'y a pas, c'est-à-dire, la Constitution telle qu'elle a été écrite vous permet, dans ces dispositions, de prendre des décisions. Et les décisions se font à travers une adresse à un peuple. Le peuple béninois aurait souhaité peut-être ce soir que ce soit un discours du chef de l'État sur la crise actuelle que nous sommes en train de vivre. Et quelle est votre attente ou qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le dénouement peut venir justement de cette rencontre-là? L'émission a été enregistrée à 11h. Donc, il y a des coulisses qui ont déjà circulé. Je vous ai dit, quand il y a une situation, on attend que le chef de l'État réagisse. Vous avez suivi le mouvement des Gilets jaunes. On a attendu que le président puisse réagir, dire un discours. En Algérie, Bouteflika était obligé à un moment donné de sortir pour dire à son peuple, je vous ai écouté, je vais finir par lâcher. Je vous présente. C'est ça l'adresse à un peuple dans une situation de crise. Ce n'est pas une émission où vous et moi on pose des questions, vous serez obligés de vous justifier. Le format n'est pas une adresse à un peuple. Quand vous choisissez le format d'une émission, c'est pas répond à rien ou ça vous donnez un discours. Vous parlez à votre peuple. Dans une émission, vous allez vous justifier, situer les responsabilités. Moi, je les ai renvoyés au Parlement. Ils n'ont pas trouvé le consensus. C'est pas moi qui ai créé le certificat de conformité. Vous allez avoir quoi?
Moi, je suis pessimiste, hein, très pessimiste, et je vous ai déjà dit, Est-ce que ça a circulé déjà, parce que ce sont les humains qui ont réalisé cet entretien. Donc, pas grand-chose. Pas grand-chose, Saturnin Diossou, de ce discours, parce qu'il faut jamais l'oublier, il y a encore une autre étape. Demain, à l'Assemblée nationale, il y a quand même cette plénière d'adieu de cette 7e législature. Malheureusement, il y a certaines choses qu'on ne peut pas se mettre à dire à ce micro. Mais ce n'est pas des choses qui sont préjudiciables à la cohésion sociale. Oui. Pour vous dire, parler de quelques confidences. Et quand on dit confidence, c'est confidence. Pourquoi? Parce que vous êtes la grande bavase journaliste que vous viendrez à ce micro pour dire, bon, de vos contacts, vous avez appris ci, vous avez appris ça. Oh, non. Oubliez le Parlement. Oubliez le Parlement. Et j'aurais souhaité que, même si Nelly douche déjà cet espoir que j'ai, après avoir écouté le président de la République ce soir, ça peut être une adresse à la nation, hein. Il peut s'adresser à son peuple, choisir le format. Tout à fait. On peut dire, bon, je n'ai pas peur des questions, c'est pourquoi j'appelle des journalistes qui me posent toutes les questions, parce qu'ils peuvent refléter toutes les questions que se pose le peuple à quelque niveau que ce soit, et je suis là pour répondre. Donc les journalistes qui sont là, c'est comme dans notre rôle quand nous recevons un invité. On essaie de poser des questions que tous ceux qui nous écoutent... Et d'ailleurs, le débat est intitulé « Face au peuple ». Face au peuple. Donc, il répondra aux questions. S'il y avait quelque chose de spécial, on prendra. Moi, j'aurais aimé en avoir, comme ce dimanche-là où l'équipe nationale de football du Bénin, les Écureuils, ont eu arraché le billet qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations. Égypte 2019. Égypte 2019. Je m'étais levé à gambader dans ma chambre, dans mon salon. J'ai dit, on est en Égypte. J'aurais souhaité ce soir, après avoir écouté le président de la République, me lever, entonner l'hymne national. Pour dire le Bénin a encore une fois surpris le monde, a su trouver les moyens, des ressources à l'interne pour négocier un virage qui est un virage difficile. Mais si ce soir j'écoute le président de la République, il reçu ma soif, je ne pourrais que faire une prière pour lui et pour nous tous. Pour lui, que tel qu'il pense qu'il est en train de faire et que c'est bon, qu'il le fasse et comme il l'a lâché peut-être à une occasion, qu'on en souffre, que le peuple en souffre et que le peuple ne fasse rien. Donc, comme on le dira en langue chez moi là-bas, mais c'est des dons, quoi. Je fais cette prière pour nous. Et pour nous, cas, que quand ce serait fait, que on ne soit pas là à payer le tribut. Parce que c'est le peuple qui paiera ça. C'est pas lui. Lui, il est dans une forteresse. Il est protégé par l'armée et tout et tout. Vous voyez les chars circuler? Vous voyez tout ce qui se fait là? Ceux qui sont morts à Kilibo, qui seraient morts, parce que la police a dit qu'il y avait de morts, c'est pas de la famille du président de la République, hein. Donc, ce sont les Béninois. Donc, je fais cette prière pour nous tous, enfin. Parce que c'est pour lui, et parce que je fais pour lui, pour nous aussi. Qu'on s'en sorte, c'est notre souhait. C'est notre souhait. C'est une première que nous sommes en train de vivre. Et c'est peut-être un privilège pour nous. Nous allons, nous aussi, avoir notre 1960 à raconter. On va dire, mais fallait être vivant. On va dire ça à nos enfants. Fallait vivant pour vivre. Pour vivre 2019, parce que c'est une année qui entre à jamais, qui est en train d'entrer à jamais dans l'histoire du Bénin, comme 1990, comme 1960. Alors, et nous sommes des témoins privilégiés. Gabin Azoman, Saturnin Diossou a évoqué ou a parlé de ses souhaits. Vous en avez certainement. Oui, c'est vrai, je ne peux prédire de ce que dira Patrice Talon dans le fameux Face au peuple tout à l'heure. Mais j'aurais aimé, comme Saturnin Diossou, gambader également, parce que j'aurais entendu le chef de l'État dire quelque chose qui aurait permis aux Béninois de se réconcilier, de retrouver justement leurs énergies, c'est-à-dire de renouer avec ce Bénin dans lequel, quand on parle d'élection, eh bien, on a l'impression d'être dans une fête. Il faut que cela advienne. Et donc, notre souhait le plus cher, c'est déjà cela, parce que nous n'allons pas aimer nous retrouver dans un Bénin où aller et venir serait donc un casse-tête pour chacun de nous. Il ne faut pas le souhaiter. Et donc, vivement que le chef de l'État puisse surprendre le peuple béninois et qu'il fasse une déclaration, une sortie médiatique qui va permettre au Bénin, bien entendu, de renouer avec son statut de pays démocratique aimé et apprécié à l'international. Le rythme de journée, c'est déjà la fin. Oui, c'est déjà la fin. Moi, je serais pessimiste dans l'espoir, quitte à ce que le chef de l'État me surprenne en disant quelque chose qui va faire gambader Saturnin Diossou et moi. Mais moi, je reste pessimiste parce que j'ai suivi l'actualité. Rien ne trompe. Quand vous avez le président de la HAC qui réunit la... Il y a une logique. Hein.
les choses évoluent, le processus a évolué. Mais j'attends, c'est dans 2 minutes et puis on va être câblé. Alors, on revient ici demain pour nous faire sommes le point. déjà à la fin de C'est cette 21 heure, je crois. 21 Alors, selon Mohamed les informations, c'est Liamidi, merci beaucoup. Peut-être que Certainement si que nous, demain, si nous étions autorisés, pourquoi pas faire suivre ça aussi sur nos antennes. demain, on peut toujours revenir. Demain, on peut toujours revenir sur cette actualité, sur la réaction du chef de l'État. Merci à toutes et à tous. On se dit donc à demain pour un autre numéro de votre émission intégrale.